Bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, les pourparlers de Kampala. Pas d'avancée constatée aujourd'hui encore. Le médiateur poursuit les consultations avec les différentes délégations. Le M23 annonce qu'il renonce à sa demande sur le cessez-le-feu préalable. À la une aussi, c'est officiel, Roger Lumbala et Diomi Ndongala ont perdu leur immunité. Voilà qui ouvre la voie à des poursuites judiciaires pour haute trahison en ce qui concerne Roger Lumbala et viol sur mineur pour Diomi Ndongala. Des mauvaises nouvelles qui se succèdent pour Roger Lumbala. Son parti politique a été interdit sur le sol congolais. Le RCDN ne doit plus exercer des activités en République démocratique du Congo. Le ministre de l'Intérieur, Mouyej Manguez-Mons, l'a dit ce mercredi à la presse. Merci à vous de rejoindre la télé républicaine pour vous informer. Bonsoir, nous allons nous rendre à Kampala pour commencer. Il n'y a aucune avancée depuis la reprise des négociations entre le M23 et le gouvernement congolais. Les travaux en plénière n'ont toujours pas démarré. Le médiateur continue ses consultations avec les deux délégations. Le calendrier pour la mise en commun attend également son élaboration, mais déjà le M23 a abandonné son préalable d'un cessez-le-feu. Il se dit prêt à retourner à la table des négociations. Sur le plan des réactions aux manœuvres du M23, la nouvelle société civile se dit indignée par la position de ce mouvement rebelle. Robert Kabalela, coordonnateur adjoint de la nouvelle société civile, demande au gouvernement de demeurer prudent et surtout d'accélérer le processus pour requalifier le mandat de la MONUSCO. Pour la nouvelle société civile, la signature du cessez-le-feu unilatéral frustre un piège tendu au gouvernement par ce groupe rebelle qui n'obéit qu'à Kigali et à Kampala. Robert Kabalela sur des propos recueillis par Meja Bibomba et Cédric Kintimou. Ils ont voulu entraîner le gouvernement congolais dans un piège. Heureusement, nous avons constaté que le gouvernement était prudent. Il n'a pas cédé sur cette piste-là. Mais finalement, leurs maîtres, comme d'habitude, leur ont donné un mot d'ordre pour qu'eux-mêmes signent unilatéralement leur cessez-le-feu. Parce qu'ils savaient que si le gouvernement arrivait à signer le cessez-le-feu, c'était un piège, comme s'il y avait une guerre entre des armées. Or, les M23 est organisé et instrumentalisé par l'Ouganda et le Rwanda. Nous sommes sûrs que c'est Kampala et Kigali qui ont donné l'ordre pour qu'eux-mêmes fassent ce qu'ils ont fait. Ils sont très dangereux. C'est là où nous disons que le gouvernement entame les démarches, accélère les processus auprès des Nations Unies, de telle sorte qu'on requalifie le plus tôt possible le mandat de la MONUSCO pour que la MONUSCO soit finalement une force de maintien de la paix, et non une force qui doit continuer à observer comme c'est le cas aujourd'hui. La MONUSCO a quant à elle examiné la situation sécuritaire dans l'est du pays. Elle est demeurée volatile dans un environnement sécuritaire tendu et imprévisible en ces débuts d'année. Concernant les pourparlers entre le M23 et le gouvernement congolais, la MONUSCO ne donne pas son point de vue. Toutefois, elle se dit être attentive à toutes les rencontres. Mariam Boya et Jean Péquet. Le mandat de la mission onusienne en RDC est connu. Il consiste à assurer la protection de populations civiles et le maintien de la paix, rappelle le responsable de la MONUSCO. La force de la MONUSCO a mené une patrouille aérienne au-dessus de la région de Minova, Sake, Boulenga, Mouchake et Gungu en vue de surveiller les activités de groupes armés et de rassurer les populations civiles. Elle a poursuivi également la semaine dernière dans le territoire de Walungu, Fizi et Kabare. Ces opérations unilatérales dénommées Kimbilio Salama, refuge sûr. La mission onusienne rassure qu'elle suit de très près les négociations de Kampala. Les discussions qui peuvent contribuer à une paix durable en République démocratique du Congo. Pour le moment, nous ne faisons aucune lecture. Comme moi, vous savez que les choses sérieuses n'ont pas encore commencé. Par conséquent, nous restons à l'écoute et nous restons attentifs à ce qui va se passer à Kampala. La situation sécuritaire à Mambasa n'a pas changé, a fait constater le porte-parole militaire de la MONUSCO. Bon,
Présentement, avec les FARDC, les PNC, nous contribuons à la sécurisation de Goma et ses alentours, mais aussi des camps de réfugiés et de déplacés, comme j'en ai parlé, en respectant les principes humanitaires, en veillant à ne pas violer l'espace humanitaire. Quant à la situation humanitaire en République démocratique du Congo, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés annonce la reprise cette semaine des opérations de rapatriement de réfugiés rwandais. Le HCR a rapatrié 7 970 réfugiés rwandais à partir de Goma, alors que le chiffre de planification s'est situé à 5 000 personnes. L'opération de rapatriement de réfugiés congolais va se poursuivre jusqu'au 30 juin 2013 prochain. Étonnement et stupéfaction à Kampala sur les revirements spectaculaires du groupe armé pro-rwandais M23. Selon les indiscrétions, les promesses fermes ont été faites aux rebelles d'intégrer certaines institutions et structures clés de la RDC dans la Banque centrale du Congo. Voilà un jeu dangereux auquel se livre Kinshasa qui un jour se dit prête à négocier. Un autre trouve illogique de poursuivre 10 pourparlers avec un groupe armé indexé par l'ONU. Commentaire de la rédaction rendu par Nadine Laïg. L'opinion nationale est dépaysée. Dans les états-majors politiques, c'est la surprise la plus totale. Beaucoup se demandent ce qui s'est passé dans la capitale ougandaise pour que le M23 renonce à ses exigences, dont la signature d'un accord de cessez-le-feu. Le communiqué officiel rendu public mardi par les médias officiels démontre à quel point la délégation du gouvernement est versatile au point de changer des dispositions face à un mouvement rebelle visiblement au bout du souffle. Alors que le 2 délégations affiche presque complet après la trêve de 2 semaines observée à partir du 21 décembre 2012 pour le fête de fin d'année, les sources concordantes font état de promesses que la délégation de Kinshasa aurait fait à la rébellion pour obtenir la fin de la guerre. Quelques jours auparavant, le M23 avait, à partir de son bastion de Bunagana, dans le Nord Kivu, réitéré son exigence à déconditionner sa participation au dialogue à l'acceptation par Kinshasa d'un cessez-le-feu. Si Kinshasa n'accepte pas de signer un cessez-le-feu, nous allons rappeler notre délégation présente à Kampala avait alors menacé d'un ton ferme son président, le bishop Jean-Marie Runiga, dans une conférence de presse animée en début de cette année dans son quartier général. Qu'est-ce qui a donc pu se passer, se demandent certains observateurs. Y a-t-il un jeu de cache-cache quelque part? Le M23 aurait-il piégé Kinshasa ou alors il aurait une fois de plus subi des pressions de Sirgel? Que le M23 se soit assagi aussi vite et de manière si surprenante, ne supposerait-il pas que Kinshasa aurait fait des concessions séduisantes? Voilà l'énigme. Ces questionnements alimentent la chronique et rajoutent plus au suspense créé à Kampala. Autant la décision du M23 permettrait de faire avancer les discussions, autant elle invite que l'on s'y attarde un tout petit peu. Kinshasa vient d'être mis devant un fait accompli, lui qui avait toujours refusé toute signature dans ce cessez-le-feu avec le M23. L'on dirait même plus, il a obtenu gain de cause. Mais à quel prix? C'est là toute la question. 2 hypothèses paraissent probables. Soit le M23 n'a pas pu supporter trop longtemps la forte pression exercée sur lui par la communauté internationale, soit Kinshasa a cédé aux desiderata du M23. Dans tous les cas de figure, le virement spectaculaire du M23 ne serait que la face révélée de l'iceberg. L'autre serait caché dans les tréfonds des négociations secrètes qui se déroulent sur l'axe Kinshasa-Kigali-Kampala. Je vous le disais en titre, les députés nationaux de l'opposition Roger Lumbala et Diomi Dongala ont perdu leur immunité à l'issue d'un vote organisé mardi 8 janvier à l'Assemblée nationale. Le procureur général de la République qui avait demandé cette levée d'immunité peut donc les poursuivre respectivement pour haute trahison et viol sur mineur. Les députés ont voté par 216 voix pour 80 voix contre la levée des immunités de Roger Lumbala et Diomi Dongala. Le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a pris un arrêté à l'encontre du parti politique dénommé Rassemblement des démocrates congolais national, RCDN, de Roger Lumbala. Au cours d'un entretien avec la presse, Richard Mouyej-Manguez-Mans a motivé cette mesure qui met fin aux activités de ce parti politique sur l'ensemble du territoire national. On l'écoute au micro d'Oscar Bakandoa. Il y a quelque temps, j'avais déjà présenté devant la presse
des preuves de l'implication de Roger Lumbala, président national du RCDN, dans la rébellion. C'est clair, Roger Lumbala a choisi de quitter la scène de la démocratie pour jeter son dévolu sur les armes, l'utilisation des armes comme moyen pour accéder au pouvoir, ce qui est contraire à la loi régissant le parti politique, ce qui est contraire à la constitution de notre pays. La décision que nous avons prise n'est qu'une première décision dans la limite de nos compétences, mais nous avons initié une démarche vers les pouvoirs judiciaires pour la dissolution pure et simple de ce parti. Donc Roger Lumbala et son parti ont choisi de participer aux actes d'humiliation de notre peuple avec la complicité, comme vous le savez, de certaines forces étrangères, dont le Rwanda. La Cour d'appel de Kinshasa-Gombe a appelé ce 9 janvier 2013 deux affaires opposant les enfants Bamanissa à la société Utex Africa. Pour rappel, cette juridiction avait rendu en février une décision annulant le contrat par lequel Utex Africa avait vendu 2 parcelles aux enfants Bamanissa et ordonnant que les dites parcelles soient remises dans leur premier état. La cadette des enfants Bamanissa, copropriétaire des immeubles, est entrée en cause par une tierce opposition. L'affaire a été renvoyée au 30 janvier prochain. Que des lois votées, que des décisions et décrets pris sans aucune suite, la République démocratique du Congo compte de nombreuses normes, mais qui, pour certains, restent lettres mortes après leur mise en application. Le manque de suivi de la part des autorités anéantissent ainsi les efforts de redressement du pays. C'est l'objet de ce commentaire de la rédaction avec Adam Chemissi. La vie à Kinshasa semble évoluer dans une sorte de désordre et de contradiction perpétuelle. Sur le plan de la réglementation, la RDC est l'un des pays d'Afrique les plus nantis. Des normes et des lois pleuvent sur la vie nationale et dans différents secteurs. Il y en a à profusion. Elles font même pâlir d'envie. Malgré tout ce dispositif, le pays semble vivre dans la confusion. L'autorité de l'État ne se fait pas sentir dans les rues de la RDC. Dans la vie de tous les jours aussi. Il y a comme un vide, une absence d'autorité nonobstant des lois dont dispose le pays. Pourquoi cet état de choses? La raison est simple à comprendre. Une chose est de voter des lois, de fixer les normes, de prendre des décrets ou autres décisions. Une autre est de les faire respecter par tout un chacun. De les imposer, d'en faire des habitudes, de les marquer sur du marbre. Autre considération, souvent chez nous, l'autorité ne fait pas le suivi de ses propres décisions, de ses propres lois. On s'empresse à appliquer des nouvelles décisions, on est chaud au début, motivé pour changer les choses. Au bout de quelque temps, la nouvelle loi est oubliée, on retombe dans l'anarchie. Et la vie continue, ainsi dans le marasme, attendant une nouvelle loi qui, aussitôt mise en application, prendra la même direction. Si bien que le pays est devenu le cimetière des règles non appliquées. Prenons quelques exemples illustratifs. L'hôtel de ville de Kinshasa prend la merveilleuse décision d'interdire le tapage nocturne. Les policiers y sont envoyés sur terrain. Les bars, les bistrots, les terrasses, les églises, tombés sous le coup de la loi, sont fermés. Résultat, Kinshasa redevient plus calme. On peut dormir à côté d'un bar sans râler. Mais cette décision ne tiendra que quelques mois. Aujourd'hui, que vaut encore cette décision des autorités de la ville? Cela a été foulé aux pieds une fois de plus. Que dire des transports en commun? Il a été annoncé la mesure portant l'uniformisation des couleurs des taxis et taxibus. Où en sommes-nous aujourd'hui? Il a été décidé que la garantie locative ne devait pas excéder 5 mois. Les prix des ventes des terrains, selon différentes communes, ont été définis, mais rien sur rien n'est respecté. Et la vie continue dans ce désordre. Des efforts notables ont été faits sur l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo. Des normes en cette matière ont du mal à être prises en compte. Les normes ne sont toujours pas respectées. On n'avance pas. La reconstruction nationale doit peut-être commencer par le changement de mentalité pour tout un chacun de nous. Spécial Troïka s'est tenu ce mercredi à la primature. En l'espace de 2 jours, le Premier ministre et ses collaborateurs ont déterminé les perspectives de croissance en cette nouvelle année, notamment dans le secteur de l'énergie, le transport et autres. Les détails dans ce reportage de Doudou Ndombe.
En l'espace de 2 jours, Matata Ponyo convoque ses collaborateurs, question d'accélérer les mesures prises par le gouvernement. Il est question d'envisager l'efficacité d'intervention de l'État et consolider les cadres macroéconomiques. Au Katanga, en province orientale, et au Kivu, la SNEL doit produire plus d'électricité pour alimenter les secteurs miniers. Beaucoup insister sur ce que nous avons appelé les opportunités gaspillées. Donc comment faire en sorte que ces couloirs de transmission des richesses économiques soient redynamisés le plus rapidement possible. Comment faire aussi en sorte que la SNEL puisse produire plus d'électricité dont les Congolais ont besoin. C'est comment faire en sorte que la Régie des eaux puisse aussi mettre à la disposition des Congolais plus d'eau. Le gouvernement compte redynamiser les couloirs de transmission des richesses économiques pour le bien-être de la population. Les banques commerciales et autres institutions financières sont appelées à appliquer la dédollarisation, surtout en matière d'octroi de crédits en francs congolais. Des agents de l'État en colère à l'Ecobank, ces derniers n'ont pas perçu leur salaire de décembre. En plus, la banque, contrairement aux clauses du partenariat signé avec le gouvernement congolais, fait la retenue à la source pour les cartes de crédit. Le vice-premier ministre et ministre du budget, mécontent, s'est rendu sur les lieux et a rétabli l'ordre. Reportage à Danchemissi. Des coupes dans les salaires d'agents et fonctionnaires de l'État affectés dans différents ministères ont été opérées sans l'assentiment des bénéficiaires dans cette banque commerciale, partenaire de l'opération bancarisation. Une retenue du fait d'une carte de crédit bancaire que les responsables de l'Ecobank ont décidé d'imposer à ses clients en furie. Le vice-premier ministre, ministre du budget qui s'est rendu sur les lieux, mardi, en compagnie du ministre délégué aux Finances et du président du comité de suivi de la paie et le directeur général de la Banque centrale du Congo, Jean-Louis Kayembe, a pu constater que le mouvement de paie pour le mois de décembre 2012 connaît du retard à cette banque commerciale. Daniel Moukoko Samba s'est entretenu pendant quelques heures avec des responsables de cette institution au sujet de ce dysfonctionnement. Déjà, pour leur part, les responsables de l'Ecobank ont dit reconnaître leurs failles. Selon eux, de l'ordre informatique ainsi qu'aux difficultés d'ordre logistique. Aussi, ont-ils promis de tout faire en sorte que tout entre en ordre. Dans une foule en furie, le vice-premier ministre, ministre du budget, a pris sur lui de calmer les esprits. Le patron du budget a su contenir ses agents en colère en leur présentant au nom du gouvernement et en toute humilité ses excuses. Ensemble avec Ecobank, Daniel Moukoko Samba s'est engagé à liquider dans l'immédiat la paie de décembre 2012 afin de permettre à ses agents de toucher leur salaire avant la paie de janvier 2013. Et la paie des fonctionnaires est une action importante pour le gouvernement. Nous sommes en train de mettre en place un nouveau système de paie par voie bancaire. Les dysfonctionnements qui ont été constatés à l'Ecobank pour la paie de décembre, nous les trouvons intolérables, ce qui justifie notre descente ici, pour voir de nos propres yeux ce qui se passe et essayer de trouver les solutions de commun accord avec les responsables d'Ecobank. Bien, nous avons demandé aux responsables d'Ecobank des assurances quant à la finalisation rapide de la paie de décembre et des actions envisagées pour que la paie du mois de janvier se déroule mieux que la paie de décembre. Mais auparavant, Daniel Moukoko Samba a ordonné qu'il soit restitué à toutes ces victimes l'argent qui leur a été retenu sans leur consentement et que Ecobank a affecté aux cartes de crédit bancaire. C'était aussi l'occasion pour le vice-premier ministre de rappeler l'objectif poursuivi par le gouvernement, faciliter la paie du personnel de l'administration publique, non de le faire souffrir. L'ouverture des négociations entre le gouvernement et l'intersyndicale de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Cette rencontre permettra d'examiner le cahier des charges qui comporte les revendications des enseignants. Daniel Moukoko Samba, vice-premier ministre et ministre du budget, qui a procédé à l'ouverture de ces travaux ce mercredi au CEPAS. Rosa Wazi et Fiston Bini.
Autour d'une même table, gouvernement, l'intersyndicale de l'EPSP, les deux parties sont réunies pour examiner les cahiers des charges des enseignants qui contiennent leurs revendications. Cette rencontre, qui est la énième de ce genre, permettra sans doute aux participants de trouver des voies de sortie pour améliorer les conditions de travail et de vie des enseignants. Apparemment les revendications des enseignants n'ont pas changé. Ce document reprend les aspirations des enseignants de la République démocratique du Congo par les conditions de vie et de travail moins décentes des segments de la société, en l'occurrence la communauté enseignante. Ces conditions, en somme, se détériorent compte tenu de l'évolution des agrégats. Le gouvernement, pour sa part, promet de faire les nécessaires pour répondre aux attentes des enseignants, rassure le vice-premier ministre et ministre du Budget. Pas dialoguer pour dialoguer, mais dialoguer pour se mettre d'accord sur ce que nous avons à faire ensemble. Pas dialoguer pour des promesses vaines, mais dialoguer pour réaliser ce sur quoi nous nous sommes mis d'accord. Et à ce sujet, je voudrais rassurer, mesdames et messieurs les délégués syndicaux, que le gouvernement prend à cœur la question de la paye de tous les agents et personnels de l'État. L'intersyndicale s'est dit disposée à travers ces dialogues à rencontrer le gouvernement pour des solutions encourageantes. Toutefois, les bancs syndicales se méfient des promesses qui ont toujours amadoué la communauté enseignante et qui souvent finissent en eau de boudin sans le moindre début de commencement. Colonel Kokolo, c'est le nom du bateau en pleine réhabilitation de la coque à la superstructure pour assurer le trafic fluvial entre Kinshasa et Kisangani. Le chantier naval de Ndolo, maître de l'ouvrage, a reçu les assurances du gouvernement congolais pour le financement des travaux de réhabilitation de cet hôtel flottant, comme on l'appelle. Dodo Ndombe et Dieu merci Sweka se sont rendus sur les lieux pour s'en rendre compte. C'est une infrastructure de 54 mètres de long, 15 mètres de largeur et 2,5 mètres de creux. Colonel Kokolo, un bateau remorqueur intégré ITB, a une capacité de 1390 chevaux vapeur et peut contenir plus de 2300 passagers en aller-retour. Le bateau doit subir une transformation à 90%. Le montant pour cette fin s'élève à environ 2 500 000 $ américains et le gouvernement n'a décaissé que 500 000 $ comme acompte alors que les jours sont comptés au chantier naval pour la finition de ce travail, à savoir 175 jours au total. Colonel Kokolo, un véritable bijou. À l'intérieur, on trouve des chambres froides, cuisine, grande salle de conférences et autres. Le chantier naval a pu retaper les tribords, il reste les bâbords, les moteurs et groupes électrogènes sont disponibles, la coque doit subir un carénage. Les cabines des passagers et les appartements de luxe vont recevoir des coups de balai, des coups de peinture par-ci, par-là, pour qu'ils reprennent sa beauté datant. Le financement va prendre en compte aussi la réhabilitation des 5 barges, à savoir Bangolé, Mukongo, Wagenya, Bambunda et C500 pour marchandises. Sur les plans économiques, la réhabilitation de ce bateau, muni des convois des barges à passagers, une fois remis, va constituer un gain social incommensurable pour Kinshasa et Kisangani. Dans le domaine de la santé, la République démocratique du Congo n'a plus de dépôt pour les médicaments. Un bâtiment vide appartenant à ce ministère est transformé en une habitation au moment où elle a été confiée à une entreprise d'importation des produits pharmaceutiques. Félix Kabange-Numbi, ministre de Santé, est descendu sur les lieux pour se rendre compte. Rosa Wazi et Fiston Bouini. Les dépôts centrales médico-pharmaceutiques n'existent plus que de nom. Après sa liquidation en 2002, ces installations ont été confiées à l'entreprise Safarco, qui est une firme spécialisée dans l'importation de produits pharmaceutiques en provenance de l'Arabie Saoudite. Mais à la grande surprise du gouvernement, aucun médicament n'est visible en ces lieux. À la place, ce sont les familles qui squattent la concession. Le bâtiment est complètement abandonné. Le ministre de la Santé, qui a fait une descente surprise sur le lieu, déplore l'état dans lequel se trouve cet immeuble appartenant à son ministère. Nous sommes dans un processus de maîtrise
des infrastructures du ministère de la Santé. Et aujourd'hui, tous ceux qui importent les médicaments, ils sont obligés d'aller les entreposer dans des dépôts qui malheureusement ne répondent pas aux normes de conservation des médicaments. Par ailleurs, Félix Kabange promet de mobiliser les moyens pour remettre ces bijoux en état afin qu'ils servent de nouveau de dépôt central de médicaments pour tous les pays. Aucune démission malheureusement n'a été remplie. Nous avons été ici avec des huissiers de justice juste pour constater et nous allons nous mettre ensemble avec Safarco pour que nous puissions trouver une solution à l'amiable pour permettre à l'État congolais d'entrer dans ses droits et que le ministère de la Santé ait un endroit où réellement on va entreposer les médicaments. Il faut rappeler que cette décision émane du groupe thématique du secteur social qui s'est réuni en toute urgence mardi à la prémature. Depuis un certain temps, les taxis moto prennent de l'ampleur dans la ville de Kinshasa. C'est le cas à Kimbanseke sur la route Mokali. L'absence de transport en commun pousse la population à emprunter n'importe quel moyen de déplacement. Les Wewa roulent sans certaines dispositions pour leur sécurité et celle de leurs clients. Christopher Kamanda et Dieu merci Sweka. 3 personnes sans casque sur une moto qui fonce à vive allure sur une route délabrée. Le transport en commun dans cette partie de la ville semble difficile à trouver. Les habitants sont contraints d'accepter cette situation pourvu qu'ils arrivent à des destinations à leur risque et péril. soki tokosa mutu tozokoma ba destination te nde moto zo ede biso tokoma ata tozobeba na bilamba mais tozokoma katina ba destination kozomona mabunde ndenge timuki bazosela bato bakufa se bato bakufi nde baye mpona koya koede biso tozoregrete makasi. Il y a environ 7 mois, le gouvernorat de la ville de Kinshasa avait interdit le transport de plus de 2 personnes sur une moto. Il faisait obligation le port de casque pour le conducteur et le passager. Toutes ces dispositions sont lettres mortes. Les transporteurs de mototaxis semblent ne pas connaître toutes ces mesures et disent aider la population du coin à se déplacer. Appelés affectueusement Wewa, ces transporteurs justifient ce travail par le manque d'emploi. Ils disent nouer les 2 bouts du mois avec ce maigre recette qu'ils réalisent au quotidien. En dépit du transport en commun qui demeure un problème capital à résoudre, l'autorité publique doit assurer la suivi des mesures prises pour protéger la population dans cette contrée de Mokali contre le danger que représente ce type de transport en commun. Ça y est, Orange RDC vient de signer un contrat de partenariat avec la Fédération congolaise de football association. Objectif, soutenir l'équipe nationale en prélude de la CAN 2013 qui se tiendra en Afrique du Sud ce 19 janvier. Ce partenariat concerne toutes les équipes nationales de football, l'équipe nationale A et B et l'équipe nationale féminine, celle de moins de 20 ans et 17 ans. À cette occasion, des billets d'avion ont été remis aux gagnants. Suivez. Ce coup de sifflet et cette balle au fond du filet vient de sceller le partenariat entre Orange RDC et la Fédération congolaise de football association. Cet engagement consiste pour la première partie à soutenir financièrement toutes les équipes nationales de football. Il s'agit de l'équipe A et B et l'équipe nationale féminine, celle de moins de 20 ans et 17 ans. Pour Jean-Léo Bonnecher, cet acte s'inscrit dans le cadre du soutien que son entreprise apporte au football congolais, surtout pour la CAN 2013 en Afrique du Sud. Orange RDC offre par la même occasion à ses abonnés la possibilité d'assister personnellement à la CAN 2013 à travers le jeu concours Folie de la CAN Orange 2013. Cette année, que les Léopards retournent sur les terrains, affronter les équipes africaines et sont donc sélectionnés à la CAN 2013. Et je pense que pour nous, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. On en est tous fiers. Je pense que le pays tout entier doit se mobiliser et soutenir cette équipe nationale.
Le président de la FECOFA a du mal à cacher sa joie. Constant Omari rassure que ce nouveau partenariat qui s'étendra sur 2 ans renouvelables va pouvoir permettre l'amélioration qualitative et accroître les performances des équipes nationales congolaises de football. Nous profitons de l'expertise et de la riche expérience africaine d'Orange. Il était tout à fait indiqué que la fédération puisse s'inscrire dans cette lignée d'expérience et d'expertise d'Orange. Les gagnants, quant à eux, du jeu concours Folie Orange Cannes 2013 ont un seul mot sur les lèvres. Ils encouragent les futurs participants à faire confiance à Orange RDC. Aujourd'hui, on a gagné un jeu tombola, les Folies de la Cannes. Ça veut dire que nous allons supporter notre équipe nationale au sein de l'Afrique du Sud et nous serons sur le terrain et ça, c'est grâce à Orange. Ce que vous voyez, vous achetez juste les unités, vous appelez et puis vous tombez sur cette occasion, c'est une bonne chose. Un autre temps fort de la cérémonie, c'est la remise à titre symbolique de la vareuse de l'équipe nationale au directeur général d'Orange RDC. Enfin, cette photo de famille pour immortaliser ce mariage de raison entre le football national et la firme Orange. On va lire la presse parue ce mercredi dans la capitale. La revue de presse vous est présentée ce soir par Rossi Martin Bouyamba. Le renoncement du M23 de poursuivre la guerre. Le sujet est largement commenté ce mercredi dans la presse quinoise. C'est comme par enchantement, estime le palmarès, que le mouvement rebelle a renoncé sans aucun préalable à l'exigence de la signature d'un accord de cessez-le-feu. C'est peut-être l'avertissement du président Denis Sassou Nguesso qui a demandé aux 2 parties en conflit de poursuivre avec le dialogue pour une paix durable. Cet avertissement, c'est sans doute cette prise de fonction qui aurait fait reculer le M23, présume le graphique. Malgré l'absence d'un accord de cessez-le-feu renchérit la référence plus, le M23 opte pour la poursuite du dialogue avec le gouvernement. Étonné et stupéfait, le potentiel indique en écho que ce revirement spectaculaire du groupe armé pro-rwandais serait consécutif à des promesses fermes lui faites par le gouvernement congolais d'intégrer certaines institutions et structures clés de la République démocratique du Congo, dont la BCC, Banque centrale du Congo. Un jeu dangereux auquel se livre Kinshasa, qui semble ne pas plaire aux confrères. Un jour, il s'est dit prêt à négocier, un autre, il trouve illogique de poursuivre des pourparlers avec un groupe armé indexé par l'ONU. Roger Lumbala, Chitenge et Eugène Diomindongala ont été invalidés lors de la séance plénière de mardi tenue à huis clos à la chambre basse du Parlement. L'avenir et la prospérité, avec les mêmes titres, semblent se réjouir à ce sujet. Il est reproché, explique l'avenir, à Roger Lumbala d'avoir rejoint le mouvement rebelle du 23 mars 2009, tandis que Eugène Diomi est accusé des viols sur mineurs. Cela va permettre au procureur général de la République d'ouvrir des poursuites judiciaires contre ces derniers. 316 députés nationaux ont décidé de la levée des immunités parlementaires de ces élus, précise la prospérité. Loin de l'hémicycle du palais du peuple, le phare parle, lui, de non-dit de la rencontre lundi dernier au centre Lindongue dans la commune de Limete entre le premier ministre honoraire élu à la conférence nationale souveraine et l'archevêque de Kinshasa. Le phare refuse de croire que Étienne Tshisekedi Wamulumba Alexis et Laurent Cardinal Monsengo se sont arrêtés à la présentation réciproque de vœux de Nouvel An. Le confrère le soupçonne d'avoir certainement parlé de l'actualité de leur pays, à lire dans cet article de presse. Et ces phrases interdites de lire enseignent que, en congé à Kinshasa, Kapwepwe Pouloulou de Kasongolunda entre à Limete dans une résidence où il y a une grande fête. Il ne connaît personne et personne ne le connaît. Il prend tout de suite un verre de vin et un gâteau. Le maître de la maison l'approche et lui pose la question suivante. S'il vous plaît, qui vous a invité? Personne ne m'a
invité, répond-il, mais personne non plus ne m'a dit de ne pas venir. Moi par contre, c'est plutôt Anita qui m'a invité à vous servir. N'est-ce pas, Anita? Bonsoir. Merci Roselyne Martin Bouyamba pour cette revue de presse. C'est toujours un plaisir pour moi de vous inviter dans mon journal. Ce journal est fini. Merci de l'avoir suivi à Kinshasa et à Brazzaville. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.